3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas est avec nous, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir. Bienvenue. Léa Dunan-Châtelet est avec nous ce soir également en plateau. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, directrice de l'investissement responsable chez DNCA Investments. Et Malik Hadouk nous accompagne enfin ce soir. Bonsoir Malik. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. On va parler des banques centrales. On dira peut-être un petit mot du Covid qui revient s'inviter quand même dans l'actu de marché. Et puis les émergents avec quelques sujets spécifiques peut-être autour de la Turquie, voire du Mexique demain. On voit quand même que les devises de ces pays-là sont en train de perdre un peu pied. Mais un mot d'abord peut-être de l'événement politique de cette fin d'année, c'est-à-dire la formation et cet accord de coalition en Allemagne, oui. Sociodémocrates, libéraux et verts. On a donc l'accord de coalition et c'est vrai qu'on en reparlait dans l'émission à midi et demi. Il faut quand même avoir en tête, les négociations étaient assez rapides et quand on a négocié un accord de coalition généralement en Allemagne, on s'y tient. C'est-à-dire que c'est un socle sérieux, solide et sur lequel on peut quand même de manière assez fiable s'appuyer pour comprendre la stratégie de la nouvelle coalition en Allemagne. Sur la partie qui vous intéresse peut-être le plus, Léa Dunan-Châtelet, la transition énergétique, qu'est-ce qui vous paraît pertinent justement à relever dans les grandes lignes de cet accord de coalition qui ont été dévoilés? Je trouve que déjà dans cet accord de coalition et la stabilité à mon avis de cet accord est assez certaine. Historiquement en tout cas on n'en a pas eu de sujet. C'est intéressant de voir à quel point l'Allemagne souhaite redynamiser en fait la demande intérieure. Et ça va passer par la transition énergétique entre autres, mais pas seulement. Les annonces qui ont été faites sont intéressantes. Il y a eu notamment la hausse du salaire SMIC, l'équivalent du SMIC à 12 €, c'est 25% de hausse, c'est quand même conséquent. Et puis il y a effectivement ces annonces très importantes sur la transition énergétique avec deux axes. Le premier sur la sortie du charbon qui se fera plus tôt que prévu en 2030. On brise un peu la fameuse tragédie des horizons enfin avec des objectifs qui ne sont pas à 2060-70 et quasiment invisibles. Ça va être compliqué. Ça veut dire qu'en sous-jacent, tous les débats qu'il y a eu sur le nucléaire et le gaz vont à mon avis revenir au centre des débats classiques parce que définitivement si on doit faire cette sortie plus rapidement que prévu pour l'Allemagne, ça veut dire qu'il va falloir passer par d'autres énergies aujourd'hui disponibles. Donc ça c'est un premier point. Ce sera le gaz. Le nucléaire, je ne l'exclus pas totalement. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs sondages. C'est intéressant de voir comment la presse s'en est emparée, où la cote du nucléaire en Allemagne remonte. Comme quoi, c'est intéressant de voir ce que les médias en sortent. En tous les cas, cette sortie, elle est extrêmement importante et elle s'accompagne de l'annonce des 80% d'énergie renouvelable à la même échéance dans le mix, ce qui était relativement en ligne avec ce qui était prévu. L'autre aspect qui va être extrêmement important pour l'Allemagne et à suivre de près, c'est la partie véhicules électriques et véhicules hybrides ou neutres carbone, comme ils ont dit. Là aussi, avec un horizon à 2030. Le transport et le charbon avaient été deux sujets majeurs de la COP26. Et je pense que l'Allemagne tape fort sur la table de ces négociations juste terminées pour dire on s'est engagé et donc on va maintenant agir très vite. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. L'automobile en Allemagne, on sait que c'est important. Donc qu'il fasse ce premier pas n'est pas négligeable. Bon. Donc on peut enfin avoir un rattrapage du modèle allemand sur le plan de l'amélioration énergétique. Je crois définitivement que cette décision d'avancer, je dirais, les horizons est extrêmement forte. Engageante pour les politiques actuelles, et c'est ça la différence, et puis de prendre deux de leurs secteurs quand même forts, qui sont moteurs pour les prochaines années comme exemple. Bon, et puis en plus, c'est un bon sujet pour justifier peut-être un peu de dépenses publiques. Léa Dauphas, je ne sais pas comment vous regardez le sujet allemand autour de cette nouvelle coalition. Alors, il y a un verrou budgétaire qui reste là. Le libéral Christian Lindner sera le ministre des Finances. Il est orthodoxe et le debt break, le frein constitutionnel sur la dette en Allemagne ne va pas sauter. Mais on comprend que techniquement, on peut trouver des marges de manœuvre ici et là qui permettent peut-être d'avoir une Allemagne plus expansive sur le plan budgétaire. Est-ce que vous y croyez ? Probablement. Ça s'explique en plus par tout le Next Generation EU, toute l'optique, la volonté d'avoir une politique forte allemande, mais aussi européenne. Je pense que ce qui est important quand on fait les estimations de ces modèles, de ces transitions et l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'ensemble des pays, pas seulement sur l'Allemagne, c'est la dynamique et les effets d'entraînement de l'ensemble de la zone. Ce qu'on note, c'est que c'est pas l'Allemagne qui va mettre les plus gros montants, c'est pas l'Allemagne qui va avoir les plus grosses parties des programmes.
Pour autant, le fait que ce soit l'Allemagne combinée à l'ensemble de la zone dans une optique où on oriente l'investissement quand même vers la partie verte, digitale à majorité, fait qu'on est quand même dans une optique forte, bien orientée, le tout dans un cadre, on va dire, où on accepte que la dette soit plus élevée, qu'elle soit plus forte, et avec une politique monétaire qui va rester longtemps avec des taux bas. Donc l'ensemble, je pense qu'il faut sortir totalement de l'analyse dans le prisme de ce qu'on a connu pendant la dette souveraine européenne. On est aujourd'hui dans un tout nouveau modèle. Et c'est quelque chose qui est vraiment très différent aujourd'hui dans l'approche, que ce soit global, que ce soit voulu, orienté, et soutenu par l'ensemble de la zone dans un contexte ensemble de la zone. Je pense que c'est quelque chose de très positif sur l'horizon effectivement long, mais on est dans une bonne dynamique aujourd'hui en zone euro. Ouais. Christian Lindner, il a eu cette petite phrase dans une interview qu'il a donnée donc, après l'accord de coalition, alors orthodoxie effectivement, mais il constate, il dit, on n'est plus du tout dans le même environnement, l'Allemagne ne pourra plus se comporter comme un petit pays nordique. Exactement. Je trouve que c'est fort, hein. C'est important. C'est même violent pour les petits pays nordiques c'est un signal. auquel on peut l'a penser. vu pendant la crise du Covid. On avait eu à un moment le temps de dire on va faire une France-Italie forte. Il y avait eu toutes ces questions, comment on refait, est-ce qu'on repart sur le France-Allemagne, est-ce qu'on a quelque chose. Le fait que l'Allemagne donne ce message, que l'ensemble de la zone donne ce message, je pense qu'on est aujourd'hui dans un environnement totalement différent pour l'ensemble de la zone euro. C'est important. L'Allemagne de Scholz, comment vous la voyez en tant qu'investisseur, bien sûr, Malik? Est-ce que c'est une Allemagne qui prendra un peu plus part, peut-être, au leadership européen, selon vous? On l'espère, avec ce changement de coalition, c'est un élément positif pour, en tout cas, pour que la construction européenne avance un peu plus rapidement. Donc c'est un élément positif, enfin, pour l'Europe. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres éléments positifs pour l'Europe? Non, il y a des éléments qui pourraient venir contrarier. Ah, d'accord. Vous voulez regarder la moitié vide du verre. Exactement. Allons-y, bien sûr, Malik. Je ne sais pas, qu'est-ce qui empêche d'être totalement... Maintenant, ce qui m'a un peu surpris au cours des dernières semaines, c'est plutôt les annonces des banques centrales. On sent un peu de cacophonie, on sent qu'ils sont hésitants, ils sont un peu stressés parce qu'on a eu le tout et son contraire. On a commencé avec la Banque d'Angleterre qui n'a pas matérialisé sa hausse de taux lors de la dernière réunion de comité de politique monétaire. Puis ensuite, la banque, la sortie du patron de la Banque centrale française. Villeroy de Gallo, qui a semé le doute aussi sur la poursuite des achats d'actifs à la fin du PEPP, qui était une donnée plutôt certaine il y a 6 mois. Et ensuite, les déclarations de plusieurs membres de la Fed qui sont plutôt favorables à une accélération du tapering, alors qu'ils avaient toujours dit que l'inflation serait transitoire et qu'il ne fallait pas s'inquiéter de l'inflation. Voilà, donc ces éléments-là vont un peu perturber cette fin d'année, puisqu'on a beaucoup de déclarations au cours du mois de décembre. Donc il va falloir être très vigilant. Les taux restent assez sages dans ce contexte-là, malgré tout. Donc voilà, c'est assez surprenant ce qui se passe en ce moment. Vous pensiez pas... Ah oui, non, mais pourtant, vous n'imaginiez pas que le débat sur l'accélération de la normalisation de politique monétaire arrive aussi vite? Non, je ne pensais pas qu'elle arriverait aussi vite. C'est vrai. Sur la Fed, c'est intéressant parce que on l'a vu dans les minutes publiées hier soir. Donc je rappelle, compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui se tenait début novembre, 2 et 3 novembre de mémoire. C'est-à-dire, avant même d'avoir signalé le tapering, ils ont discuté de l'accélération du tapering. C'est surprenant, c'est l'estimation de croissance qu'ils ont pour 2022. C'est-à-dire qu'elle est aussi forte pour l'instant que 2021. Donc ils s'attendent à une économie qui continue à progresser assez sensiblement au cours de l'année 2022, avec un ralentissement prévu uniquement en 2023. Et tous les opérateurs de marché s'attendent à une hausse des taux, 2 hausses des taux, en tout cas ce qui est pricé par les opérateurs de marché en 2022, et 3 hausses de taux en 2023, ce qui nous rapprocherait vers les 1,50, 5 fois 0,25. 0,25, oui, c'est ça. Ça nous ferait 1,50. Donc cette normalisation, cette accélération de la normalisation est un peu surprenante.
lorsqu'on regarde en arrière et qu'on se réécoute les discours qui avaient été prononcés. Et pour vous, chez CPR AM, et on parle avec les équipes toutes les semaines dans l'émission, vous avez toujours plutôt mis l'accent sur le fait que la Fed était trop en retard, peut-être à certains moments. Là, est-ce que ça va trop vite dans l'autre sens? Non, c'est pas qu'elle va trop vite, mais... Pour l'instant, elle n'a rien dit, la Fed. Hein. C'est le marché aussi qui joue beaucoup avec ça. Hein. En tout cas, l'accélération du tapering semble down. Hein. Consensuel. Non, selon les déclarations d'hier, ça semble fait. C'est-à-dire que ça devient consensuel pour la prochaine réunion. Donc à la prochaine réunion, ils devraient annoncer, au lieu de 15 milliards, 20 milliards, ce qui permettrait d'arrêter le tapering au mois de mars, je crois, fin du mois de mars. Donc, et le marché n'est pas prêt complètement à ça, vous dites là? Le marché n'a pas réagi, c'est surprenant. Mais non, le marché dit qu'il y aura peut-être plus de hausse de taux déjà en 2022. Donc... Alors le marché s'inquiète peut-être d'autre chose, c'est qu'il y a un stock de dette tellement important que les États ne pourraient pas se permettre une hausse des taux assez violente, sachant qu'il y a aussi des dépenses qui vont accélérer, notamment on en parlait sur la transition énergétique. Donc c'est des dépenses assez importantes et il faudrait pouvoir les financer à des conditions favorables. C'est pour ça que dans le marché, il y a le bruit aussi qui est qu'il n'y aurait pas de hausse de taux parce que les banques centrales ne se permettraient pas de freiner en tout cas la croissance qui est sur un bon ascendant et surtout pour ne pas contraindre les financements des États à venir. Ouais. Bon, puis on rappelle, il y a des élections de mi-mandat aussi aux États-Unis, donc il y aura toujours un petit moment tactique peut-être pour choisir le bon timing pour une éventuelle hausse de taux. Faut-il accélérer la normalisation des politiques monétaires? Quelles sont les grandes banques centrales qui sont en position de passer peut-être à la vitesse supérieure selon vous, Léa Dauphas? Je pense que c'est important d'avoir en tête, moi j'aurais plutôt l'idée de dire que la Fed a réussi en fait. Il y a 6 mois, on était dans une situation en plein Covid, on ne savait pas comment serait le rebond. Tout le monde avait peur que les marchés actions ne tiennent pas si la Fed montait les taux. La Fed annonce aujourd'hui qu'elle monte les taux, va même accélérer et il n'y a pas de panique. Moi, j'aurais même tendance à donner l'effet inverse. Quand on regarde les fondamentaux macro et qu'on met les prévisions d'inflation, les prévisions de marché du travail, ou quand on est le marché du travail, c'est totalement cohérent que la Fed annonce le tapering maintenant. Même elle devrait aller un peu plus rapidement qu'attendu, c'est-à-dire qu'à horizon début 2023, elle devrait déjà être à 2%. Donc par rapport à un fondamental macro, en tout cas, si on fait des estimations de la fonction de réaction de la Fed, c'est très logique que la Fed ait ce discours-là, et je dirais même il est normal qu'elle prépare le marché au fait qu'elle va probablement agir plus vite. La Fed a toujours été comme ça, elle veut des marges de manœuvre, elle veut être capable de remonter ses taux et d'avoir des marges de manœuvre avant le prochain ralentissement. Donc moi, ça ne me choque pas du tout que la Fed agisse, au contraire, elle va même beaucoup avancer sa communication pour faire en sorte que ce soit un non-event. C'est le premier point. Et sur la question croissance, effectivement, les perspectives sont très bonnes. Quand on fait l'estimation du cycle, quand on regarde où est-ce qu'on en est, on est encore sur des effets de rattrapage, mais on est sur des ventes au détail 15% au-dessus des tendances. On est sur des dynamiques très bonnes. Donc, au final, un risque inflationniste, mais qui est contenu, une perspective de croissance qui sont très fortes, des marchés qui sont prêts à l'accepter, ça ne me choque pas que la Fed agisse un peu plus vite. C'est cohérent. C'est-à-dire que la Fed est restée cohérente tout au long de l'évolution de sa communication. Elle a été graduelle en tout cas. Ouais. Je ne sais pas comment ça peut se passer dans les prochains mois, mais en tout cas, elle est graduelle, elle arrive à faire mettre en place ce resserrement qui est compliqué quand même dans le contexte actuel. On oublie, on est tous en train de se poser la question, est-ce que c'est juin, est-ce que c'est septembre ou autre? Je pense que la question c'est, elle est capable de monter les taux avec des surévaluations et tout ça se tient dans un contexte qui est quand même assez volatile. Donc j'aurais plutôt une bonne note pour la Fed. Bien sûr. À l'inverse, BCE, c'est très différent. On voit bien qu'on a cette contrainte de répression financière, exactement ce que vous disiez sur la BCE. La BCE ne montera pas les taux. Je pense qu'on a beau dire tout ce qu'on veut. Elle l'explique, elle est très claire dans son guidance, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas des prévisions d'inflation à moyen terme, au-delà de notre cible, au-delà de facteurs volatiles, on garde des conditions financières très favorables, on n'augmentera pas les taux. Donc je pense que la BCE n'augmentera pas les taux. On va avoir des ajustements par rapport aux questions de l'inflation, mais il n'y a pas de raison. La BOE, là aussi, elle a toujours été dans l'entre-deux. Elle a un historique de deflation targeting. Donc la BOE agira là aussi sur ces craintes d'inflation, mais je pense qu'il y a vraiment des divergences. Le monde émergent en avant face au risque inflationniste, la Fed en avance pour retrouver des marges de manœuvre, la BCE, non, elle maintient sa politique de répression financière, elle gardera les taux bas.
je peux me permettre Bien sûr, un petit désaccord avec ce qu'il vient de dire. Elle a changé le discours sur l'inflation. Elle a totalement changé. Donc je pense... BCE ? Non, la Fed. La Fed. Parce que les chiffres qui vont sortir dans les prochains mois, on risque d'être en tendance au-dessus de 6,5, 7, 7,5. Bien sûr. Et Biden a clairement indiqué que l'inflation, pour lui, était un problème pour les ménages américains. Donc je pense que là-dessus, je suis d'accord avec le reste, mais sur l'inflation, elle a changé son discours, et radicalement. Parce que ce qu'elle disait il y a 3 mois, c'est transitoire, ne vous en faites pas, mi-2022, on va retrouver notre tendance de long terme de 2%. Aujourd'hui, elle n'est plus en accord avec ça. Bien sûr, j'irai même plus loin. Je pense que la trajectoire d'inflation de la Fed est très différente de ce qu'on peut dire sur le truc transitoire. On va être sur des niveaux plus élevés d'inflation aux États-Unis que ce qu'on a connu sur la période passée. Au-delà de 4 sur le corps. Exactement. Mais là, ce qui est important, c'est quand même que la Fed n'a pas de créer de désancrage des anticipations, on n'a pas de crainte de spirale. Elle a au contraire bien amené cette logique-là. On aurait pu se poser des questions sur la crédibilité de la Banque centrale. Elle ne gère pas son inflation, elle ne gère pas sa politique monétaire. L'un dans l'autre, même tout le monde est en train de s'adapter à des prévisions d'inflation plus élevées à terme. Et pourtant, ça reste quelque chose. La mise en cause de la Fed, enfin la crédibilité de la Fed, pour l'instant, n'est pas remise en cause. Léa, qu'est-ce qui vous intéresse alors, dans ce sujet Banque centrale ? Moi, j'aime bien regarder les mandats. Alors, il y a les mandats officiels et puis il y a les mandats politiques. On a eu la reconduction de Powell et la nomination de Brainard comme vice-chair de la Fed. Donc, c'était ces derniers jours. Dans les discours qui ont eu lieu, et notamment celui de Joe Biden pour annoncer la reconduction de Jérôme Powell, la top priorité de Jérôme Powell, c'est le risque climatique. Oui. C'est pas dans le mandat officiel de la Fed, mais c'est la mission que lui donne Joe Biden aujourd'hui. Mission qui a déjà été embrassée très largement par Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne, sachant que la Fed, et Brainard en est l'emblème, c'est-à-dire la colonne vertébrale intellectuelle, il y a un enjeu social très très fort aujourd'hui dans le mandat de la Fed vis-à-vis du marché du travail, de l'emploi pour tous, inclusif, à commencer par les minorités aux États-Unis. Alors moi, si j'avais une recommandation à lui faire, s'il doit embrasser effectivement cette mission, c'est de commencer très sérieusement à s'attaquer au marché des quotas carbone. Je crois que c'était clairement ce qu'on leur avait demandé aux Américains lors de la COP, mais même bien avant, parce qu'il y a un moment, tant que ces externalités-là n'ont pas un prix, de toute façon, on peut faire des perspectives économiques de business model qui ne valent rien. Ça, c'est une certitude. Donc ça, je pense que c'est le premier axe. Non mais attendez, c'est intéressant. Ça, c'est le message pour Joe Biden. Vous dites, c'est très bien de dire à Jérôme Powell que sa priorité, c'est le climat, mais vous, en tant que président des États-Unis, vous avez déjà quelques leviers d'action possibles. D'ailleurs, si on regarde un petit peu ce qui se passe en Europe, on voit bien que les Européens font un effort dans ce sens et demandent à ce que ces marchés soient normalisés, un prix qui soit cohérent avec les réels impacts, pour que tout le reste devienne finalement soit rentable, soit plus rentable et que ça s'équilibre. Si les Américains n'embrassent pas cette démarche aussi et que le marché n'est pas international, ça ne fonctionnera pas. Et le dialogue, c'est un dialogue de sourds pour l'instant. J'ai même pas inclus là-dedans la Chine et l'Inde. Donc définitivement, pour moi, c'est le seul axe pertinent. Ils ont fait des annonces, ils ont parlé du véhicule électrique eux aussi, ils ont eu une stratégie très agressive vers le transport. C'est marrant parce que quand je regarde un petit peu les grandes tendances qu'on va avoir en 2022, bizarrement, il y en a une que j'écarte complètement, qui est le transport, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup trop tôt pour y aller. Pourquoi ? Parce que sur le transport, je dirais, routier traditionnel, finalement, les mesures sont encore loin devant nous. Pour changer un parc complet automobile, ça prend du temps. Pour faire les infrastructures, ça prend du temps. Les mesures en plus et les technologies ne sont pas uniformisées, donc il va y avoir beaucoup de problèmes. Et pour tout ce qui est transport aérien, qui est bien challengé, là aussi, d'un point de vue technologique, on en est très très loin de l'avion qui vole, j'allais dire sans ailes, parce que c'est presque ça. Bref, donc le transport, c'est un des engagements des États-Unis, mais on n'y est pas encore. Et ça va être un vrai challenge. Et de l'autre côté, il y a les énergies renouvelables, et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu trop tard sur le marché, bizarrement. C'est les deux thématiques sur lesquelles tout le monde s'intéresse, qui finalement sont très très mal pilotées d'un point de vue politique, malheureusement. D'ailleurs, on a vu en Europe le changement de discours des régulateurs sur les prix, par exemple, qui était extrêmement surprenant. À quoi vous faites référence, là, Léa ? Notamment les prix garantis pour la production d'énergie renouvelable, qui a été très, très challengé, qui a valu d'ailleurs des baisses drastiques des énergies renouvelables et des producteurs d'électricité d'énergie renouvelable, parce que d'un coup, on s'est dit finalement, on ne va plus les aider, on ne va plus les accompagner comme c'était prévu. Bon, c'est un peu problématique. Donc voilà pour la Fed. Et puis pour finir sur les banques centrales, je trouve que je suis
assez d'accord avec ce qui a été dit. Ça a été extrêmement bien piloté, le discours. En tout cas, moi qui n'utilise pas ce discours macroéconomique au quotidien dans ma gestion, mais qui évidemment la regarde, le tapering en fin d'année, c'est ce qui a été dit finalement cet été. Donc, je ne suis pas trop surprise. Je pense que c'est ça que le marché dit et je suis d'accord sur le fait que ça a été bien piloté. Si on regarde les choses avec un peu de recul, et c'est sain de le faire de temps en temps, vous dites, voilà, moi c'est cohérent avec ce que j'avais en tête et ce qui avait été les signaux que j'avais perçus, qu'on avait sous les yeux déjà. Et avec le jeu de funambule très évident qui est, on a des marchés très hauts, très peu d'alternatives d'investissement qui soient attractives aujourd'hui. Donc si on commence à retirer les liquidités, monter les taux de manière brutale sans l'avoir bien piloté, ça risque d'être violent. Et finalement, en effet, on s'aperçoit que c'est plutôt bien mené. Si on regarde un peu les considérations de marché, alors en lien avec sans doute les banques centrales, le dollar, le mouvement du dollar en fin d'année, c'est peut-être le mouvement un peu nouveau dans le paysage des marchés. Malik, comment vous le regardez? Il n'est pas surprenant le mouvement du dollar. En fait, le dollar se renforce aujourd'hui. C'est pas surprenant. Le différentiel de taux est favorable aux États-Unis. Le différentiel de croissance l'est aussi pour l'instant. Donc les choses vont plutôt bien aux États-Unis. Donc c'est normal. Ce qui a un peu biaisé les choses, je pense que c'est le fait qu'il y ait eu une accélération de l'épidémie en Europe, qui a défavorisé un peu l'euro. On s'attend de voir si cela va impacter les États-Unis. On pourrait avoir un contrebalancier pendant un moment, mais que la vague Covid, vous dites, se retrouve aussi. Elle devrait se retrouver avec un décalage côté américain, mais nous, pour l'instant, on continue à aimer le dollar et on continue à être investi sur le dollar. Il n'y a pas de risque qui se dévalorise par rapport aux autres devises pour le moment. Ça peut, je ne sais pas, perturber des équilibres mondiaux, émergents, sur l'euro-dollar. Alors, non, mais c'est un peu la tarte à la crème. Mais est-ce qu'avec un dollar qui commence à sourire à nouveau, là, est-ce que moi, je veux bien qu'on dise un mot de la Turquie. J'ai vu que le Mexique, ça bougeait aussi un peu. Non, mais est-ce que c'est déjà lié à l'effet dollar en force qui se retrouve déjà dans la Turquie, c'est plus politique qu'autre chose. On pourrait en parler, mais c'est une décision présidentielle. Oui. Voilà, il y a des spécificités internes. Des spécificités. Là où il y a un risque vraiment en Amérique latine, et c'est un risque politique un peu plus important, c'est bien sûr l'Amérique latine et le Brésil. Voilà. C'est là qu'on pense, nous, qu'il y a un risque. Sur l'Asie, on pense que c'est plutôt calme. Les choses semblent se stabiliser. Les campagnes de vaccination ont un peu accéléré en Asie. La Chine, les choses semblent aussi se stabiliser. Comme je l'avais dit il y a quelques mois, le gouvernement chinois ne va pas laisser la croissance s'effondrer. Il est hors de question. Donc il va piloter ça comme il a l'habitude de le faire. Et la bourse s'est récemment stabilisée. On voit que sur les entreprises immobilières, il y a moins de problèmes de financement. Donc les choses sont stabilisées en Chine. Alors sur l'inquiétude qu'on avait sur un ralentissement beaucoup plus marqué de l'économie chinoise, on a vu aussi les indicateurs se stabiliser récemment. Donc c'est plutôt sur l'Asie qu'on serait plus enclin à revenir, parce qu'on n'y est pas encore sur l'Asie émergente. Sur le reste, c'est un peu plus compliqué. Ouais, je comprends. Bon. Le dollar et les émergents, puis la Turquie, j'ai bien aimé le sujet. Alors c'est effectivement, c'est même cause, mêmes effets. On connaît la stratégie économique hyper agressive et autoritaire du pouvoir turc, mais j'avais pas les chiffres en tête. C'est-à-dire que non seulement le pays a évité la récession l'an dernier, il va sortir 9% de croissance réelle cette année. Là, on se dit quand même, c'est pas mal. Et puis évidemment, tout ça se fait alors à crédit. Beaucoup, et en prenant le risque de détruire totalement la monnaie, de détruire totalement la crédibilité de la Banque centrale. C'est exactement ça, très bien résumé. Ouais. En fait, Et je trouve l'expérience intéressante parce que c'est une expérience qu'on ne retrouve pas dans la même ampleur, j'allais dire, dans nos économies, mais finalement, si on grossit un peu les lignes, c'est un peu l'idée, quoi. C'est le saut à l'élastique, en fait, l'économie turque. C'est vraiment c'est une économie qui a de très bons fondamentaux. C'est des niveaux de richesse qui sont proches des économies européennes. C'est une économie très ouverte, des taux d'investissement très élevés, une démographie favorable. Donc, en fait, les fondamentaux, on va dire un peu
moyen terme, les vrais fondamentaux économiques sont très bons, très bien orientés. Mais peu de dette publique, 40% du PIB. Peu de dette publique, mais effectivement, en fait, c'est une économie qui connaît des phases très fortes de croissance, qui sont financées à crédit, qui sont financées par la dette. On arrive à des économies qui sont en surchauffe. Quand l'économie est en surchauffe, elle cède. Et en fait, on engage toujours ça. On ne peut pas avoir de croissance en Turquie sans créer des vulnérabilités très fortes. Et donc, c'est des déficits courants, très peu de réserves. Les réserves, suivant la manière dont on les calcule, peuvent même être négatives. Donc, pas de capacité à soutenir la devise quand il y a besoin. La devise est très souvent attaquée. Donc là, ça a été le cas. On pense... Il faut faire le parallèle avec l'épisode d'août 2018. On a eu pareil ces effets de choc. C'est une devise qui perd 15% d'une journée. On perd 30% depuis le début du mois, 50% depuis le début de l'année. Ça arrive, mais c'est quand même massif. Et puis, c'est quelque chose qui est imprévisible, en fait. C'est lié à la politique hétérodoxe. On a eu, l'année dernière, une reprise en main par la Banque centrale. On a une inflation à 20%, il faut quand même le noter. Donc, on avait eu une montée des taux pour essayer de contrer cette hausse de l'inflation. On a eu un limogeage l'année dernière, un nouveau gouverneur de Banque centrale qui a été mis en place avec une politique, on va dire, neutre. Et puis là, on a de nouveau enclenché la baisse des taux parce que le président considère que cette baisse des taux va être positive, va permettre de baisser l'inflation et de soutenir la dynamique de croissance. Et on a de nouveau ce choc sur la devise. Le problème, c'est que ça pèse sur la crédibilité de la devise. Et puis que là, on va arriver à deux possibilités. En fait, soit celle où, de nouveau, on va refaire un revirement de politique. Et puis, on va attendre un petit peu. Les choses vont se stabiliser au-delà de la volatilité actuelle. Soit c'est la crise cardiaque, quoi. Soit c'est des mesures plus ou moins fortes de contrôle des capitaux. Donc ça va être l'une ou l'autre solution et c'est toujours quelque chose qui est compliqué parce que derrière ça... Dans une économie qui a un besoin permanent de capitaux étrangers. Parce qu'elle a une dette externe très importante qu'il faut financer. Donc c'est vraiment ce saut à l'élastique. On engage des très bons cycles de croissance. Elle s'en est très bien sortie de la crise Covid. C'est une des seules économies avec la Chine qui a une croissance très forte. Par contre, ça se fait tous les 2-3 ans avec des forts choc massif sur l'économie. Il y a des effets de contagion possibles. Encore une fois, vous dites c'est quand même un pays, 100 millions d'habitants et plus peut-être, aux portes de l'Europe, et les points de vulnérabilité sont toujours les mêmes. Alors, d'une certaine manière, c'est pas la dette publique en premier, c'est d'abord les entreprises, c'est d'abord le canal bancaire. Le risque crédit, le risque et le risque souverain vient s'ajouter effectivement à ces risques-là ensuite. Exactement. En fait, quand on fait des notations de risque pays, la Turquie, elle est à 500 points de base, là où le Mexique est à 300 points de base, là où la Pologne est à 100 points de base. C'est élevé en termes de risque pays parce qu'il y a le risque économique, il y a un risque politique. C'est des pays où on a déjà eu ces phénomènes-là, donc c'est un pays qui est risqué. Par contre, c'est un pays pour des investisseurs avec, au final, une bonne opportunité dans un temps long, mais beaucoup de risques et beaucoup d'effets. Vous faisiez le lien avec le Mexique. Alors, le Mexique, on a un peu la même histoire en fond en disant, voilà, on a eu un changement à la place de la tête de la Banque centrale. Ouais. On a une inflation qui augmente, qui a encore surpris à la hausse. On peut faire le parallèle sur le côté politique, monétaire, changement de gouverneur. Par contre, sur le Mexique, c'est vraiment une situation macro qui est totalement différente. On n'a pas eu du tout d'ajustement fort pendant la crise Covid, c'est-à-dire qu'au contraire, on a eu quelque chose d'assez strict en termes de gestion publique, gestion monétaire. On a vraiment un choix de lutte contre l'inflation. Les fondamentaux sont solides. On a un excédent courant, on a des réserves qui sont suffisantes. Donc la situation macro est différente. Par contre, est-ce que, comme on a connu en 2008, les craintes aujourd'hui sur la Turquie peuvent amener à une défiance globale sur le monde émergent? C'est vrai que l'environnement global, il est moins porteur aujourd'hui sur les émergents. On a une hausse de l'inflation, des tensions sociales qui montent, un resserrement américain, un cycle qui va petit à petit ralentir. L'environnement, il est moindre émergent, donc l'étincelle Turquie peut probablement créer pour l'instant quelques craintes sur les émergents, mais dans l'ensemble, il faut faire pays par pays. On a des fondamentaux, par exemple au Mexique, qui sont assez bons. Ouais. Turquie, dans le paysage des marchés, ça peut être le déclencheur, de phénomènes de contagion. Encore une fois, c'est aux portes de l'Europe, les banques, beaucoup d'entreprises européennes. Non, je ne pense pas que la Turquie oui, d'accord, soit le déclencheur de quelque chose qu'on n'aurait pas anticipé, quoi.
ce pays est devenu quand même incontournable. Donc Ah oui, il est devenu incontournable. Et bien sûr. C'est un grand dans les émergents. Exactement. Mais un grand dans le monde aussi maintenant. Ah oui. Donc je pense pas, honnêtement je ne pense pas. Et je suis d'accord pour le monde émergent, voilà, il faut regarder pays par pays, mais l'Asie est encore une fois un peu mieux aujourd'hui, dans une situation un peu plus favorable que l'Amérique latine, largement là. Stratégie ISR pour 2022, Léa Dunant. Non mais qu'est-ce qui guide? Oh bah oui, mais c'est les sujets. Bon, si vous voulez qu'on parle de la Turquie, pensons, mais moi je veux bien sur une stratégie. Je serais beaucoup moins à l'aise et beaucoup moins crédible, je pense, que l'autre Léa. Mais c'est quoi les grands plans d'une stratégie ISR en 2022, sachant que voilà, ça fait 10 ans qu'on en parle et qu'il y a un peu l'idée peut-être une crise de la quarantaine, c'est un peu comme ça. Oui, c'est exactement ça. Alors en fait, deux choses. J'ai déjà évoqué 2 secteurs. Donc le transport, beaucoup trop tôt pour y aller. Les énergies renouvelables, probablement un peu trop tard. C'est quoi les thèmes de l'année 2022 déjà qui vont être extrêmement importants? Les matériaux. En fait, ça va être le cycle booming des matériaux. Et c'est pas forcément une très bonne nouvelle parce que la plupart des acteurs qui sont sur ces sujets-là, j'allais dire dans l'extraction, n'ont pas les meilleures pratiques. Néanmoins, si je regarde le cobalt, le lithium, tout ce qui est utilisé dans les batteries, dans les énergies renouvelables, dans les turbines, ça va être forcément explosif. Ça va être le cycle des matériaux, il va falloir le suivre de très très près et ça sera une thématique. Il y a une deuxième thématique qui va être à mon sens très forte, c'est l'eau. On en a très très peu parlé. Il y a quand même 2 géants qui s'associent cette année, Veolia et Suez, qui sont les 2 géants, les champions de l'eau. Alors on verra sur ce sujet spécifique de fusion, mais néanmoins l'eau va être le sujet de l'année 2022 parce que après le climat, après la biodiversité, on se rend compte qu'il y a des stress hydriques de plus en plus forts, que ça atteint les économies, ça atteint effectivement aussi les productions. Donc c'est critique et l'eau est toujours une denrée gratuite. Donc il va y avoir aussi probablement des régulations très très fortes. Le bâtiment. La construction, ça va être un axe clé, avec évidemment le Green Deal, mais pas seulement, et toutes les dépenses qui sont engrangées. On voit que la rénovation est au cœur de tous les sujets énergétiques, et la construction, évidemment, l'est également. Donc là, il y a une chaîne de valeur extrêmement intéressante à aller chercher, depuis la production des matériaux jusqu'à la gestion des bâtiments. Et ça va être un thème central. Pour moi, ces 3 thématiques-là seront très très fortes l'année prochaine. Je reviens là, c'est intéressant, les matériaux, les minerais nécessaires, indispensables, en masse pour la transition énergétique. C'est-à-dire que dans des fonds, dans des stratégies climat ou dans des stratégies transition énergétique, on va retrouver des groupes miniers ou l'écosystème minier. Ça va faire bizarre peut-être à ceux qui pensaient qu'ils investissaient sur du clean, du green, parfait. Moi, malheureusement, j'en ai pas de suffisamment. Parce qu'on oppose 2 choses là. On oppose le produit qui est d'une utilité majeure et le comportement de l'entreprise dans son business. Et malheureusement, c'est vrai que c'est des entreprises extrêmement controversées globalement. Et il y a eu plein de cas encore cette année. Rio Tinto s'est fait attraper. Enfin, c'est très compliqué. Donc malheureusement, là, on a un grand écart. On sait qu'il va y avoir une ressource de base sous tension qui va être essentiel pour les développements à venir, dont on ne peut pas faire bénéficier le fonds ISR en direct. Donc il va falloir... Si on n'a plus le droit d'investir que dans de l'ISR, qui va investir dans ces Alors, moi, je vais essayer de prendre les choses de manière positive. Je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas intérêt pour l'un de ces acteurs, ou plusieurs, mais de devenir un acteur ultra responsable de l'extraction? Mais bien sûr. J'aimerais voir émerger ce type de comportement, ce serait extraordinaire. Et d'ailleurs, si les investisseurs responsables n'y vont pas se confronter à ces managements, qui va le faire? Non, mais c'est un point, et ça va être une discussion. J'ai toujours pas la réponse. C'est pas juste face à vous. Mais non, bien sûr. Et c'est pour ça que pendant un certain temps, on a tous joué la recyclabilité, finalement, et l'extraction dans les villes de ces minerais. Et c'était le cas Umicore, mais malheureusement, on voit bien aussi que c'est très compliqué. En tous les cas, il y a un business model à trouver et qui peut être vertueux. Il faut pas tout jeter. Par contre, il y a des risques importants sur l'année 2022 qui sont plus transversaux aux entreprises et qui sont majeurs. L'optimisation fiscale. Là, il va y avoir à nouveau des combats très très forts sur l'optimisation fiscale. La sécurité, cybersécurité, il y a eu encore beaucoup d'attaques. Ça va être vraiment un sujet extrêmement fort l'année prochaine qui va être à surveiller. Donc ces 2 aspects-là, pour moi, sont transversaux, concernent tous les secteurs, toutes les entreprises et sont des points d'attention. Dès qu'on aura des entreprises sous pression, il faudra être vigilant.
Oui, alors même certains CFO vont encore plus loin aujourd'hui. Alors sur la thématique carbone, c'est des propos du CFO de Thales à l'occasion d'un forum qui se tenait ces derniers jours, le forum Future of Finance, qui dit 90% de ma journée et de mon temps c'est sur le carbone. Et non, mais ça devient un sujet tellement sérieux sur le plan de la comptabilité. Que ce sont les directions financières qui s'approprient aujourd'hui pleinement ce sujet. Et lui, sa conviction, c'est moi, je suis un groupe coté, je rends des comptes à mes actionnaires au marché tous les 3 mois, résultat trimestriel. Aujourd'hui, si je rate un résultat financier, un objectif financier que j'ai communiqué au marché, mon titre est sanctionné, moins 5, moins 10, moins 15. Demain, si je rate un objectif carbone tel que je l'ai communiqué au marché, je serai sanctionné exactement de la même manière. Et ça, c'est dans la direction financière. Tout à fait. Alors ça, c'est effectivement ce qui va être le game changer du marché et de l'ISR d'une manière générale. Premièrement, on va donner des prix à différentes guidance, finalement, objectifs que les entreprises se sont fixés. Malheureusement, elles ont toujours été très lointaines. Du coup, les investisseurs se sont emparés du sujet et ont dit on va faire des points d'étape. Et donc, en effet, on va pouvoir arriver à un stade où on dit ah, mais vous n'avez pas donc baissé votre intensité carbone de 3% comme prévu sur votre trajectoire 2060. 3% aujourd'hui, quand on a un prix du quota carbone qui vaut rien, bon, c'est pas bien grave. Si demain il a un prix, c'est un warning. Donc ça, c'est une évidence. On aura des carbone warning comme on a des profit warning aujourd'hui. Absolument. Et il y a un warning très important qui plane sur le marché l'année prochaine qu'il ne faut pas oublier, c'est celui de la taxonomie, avec des entreprises qui ont annoncé des parts de chiffre d'affaires verts monstrueux, alors même que les études montrent que ça représente 2 ou 3% du PIB, et on voit du rétropédalage. Et là aussi, il va falloir que les entreprises guident les investisseurs pour dire, finalement, on était à 50-60% de produits verts, mais selon le cadre qu'on nous a donné, on est plutôt à 5-10%, et ce qui serait déjà énorme. Et ça, je pense que ça va être la grosse surprise de l'année 2022. Malik Hadouk chez CPRAM, là, pour la gestion diversifiée que vous dirigez, quels sont les 2-3 points stratégiques là, que vous avez en tête pour qu'on se prépare à 2022 en termes d'investissement ? 2022, ça va être une année un peu plus volatile. Ce qui est important, c'est bien sûr les résultats d'entreprise. Donc, c'est les fondamentaux qui vont dominer l'année 2022. Et les risques qu'on entrevoit peut-être pour 2022, c'est plutôt les banques centrales, une normalisation beaucoup plus rapide et une hausse des taux beaucoup plus rapide. Qui pourrait entraver la progression des indices qui se retrouvent bien sûr à des niveaux de valorisation déjà assez élevés, mais qui pourraient être contrariés par cette hausse des taux. Et puis il ne faut pas oublier, mais ça on ne peut pas l'anticiper vraiment, c'est les tensions géopolitiques en 2022 avec la Chine et les États-Unis. Donc ça, c'est des éléments qu'il faudra surveiller de près. Mais une année 2022 qui va être volatile, mais qui pourrait se terminer quand même en territoire positif pour les indices. Vous dites oui les fondamentaux parce que l'année 2021 ou la séquence, oui c'est ça, parce que beaucoup d'injections de liquidités, beaucoup de politiques budgétaires très expansives. Oui, mais surtout tout ça va être... Non, mais surtout les résultats d'entreprise ont été d'excellentes factures et les anticipations pour 2022, on est toujours autour de 8,5, 10, ça dépend. Il y avait eu une baisse des anticipations pour 2022 qui s'est arrêtée. Donc, en plus, la profitabilité des entreprises s'est maintenue. Surtout, les marges se sont maintenues. Ouais. On va voir comment on va se comporter dans les trimestres à venir avec la hausse de l'inflation qui est certaine, avec la hausse des prix des matériaux. Mais on a vu les choses se calmer avec le prix du fret qui a beaucoup baissé au cours des dernières semaines. Certaines matières premières aussi qui se sont stabilisées. Donc, c'est ces éléments-là. Mais du côté des entreprises, les choses vont plutôt bien. Croissance économique, comme ça a été mentionné, elle va rester au-dessus du potentiel l'année prochaine. Donc, le risque, c'est quoi ? C'est qu'il y ait des hausses de taux trop marquées qui ralentissent et qu'on retourne vers le potentiel beaucoup plus rapidement que ne l'avait anticipé. Bon, rendez-vous, les banques centrales, 14, 15, 16 décembre, juste avant Noël. Pour conclure avec vous, Léa Dauphas, là, sur quelques idées un peu stratégiques pour l'investisseur en 2022, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête selon vous ? Je pense qu'on est dans la suite logique, en fait. 2022, c'est l'ajustement de 2021, donc ça va être l'inflation, comment les banques centrales réagissent. Est-ce qu'elles réagissent suffisamment bien pour que la surévaluation action continue ? Parce que l'environnement macro restera porteur l'année prochaine. Après, voilà, il va y avoir un ralentissement en 2023. Comment il va jouer en 2022 ? Je pense qu'il y a un côté, il faut faire attention au calendrier électoral l'année prochaine, dans un contexte de tension sociale. On n'a pas encore absorbé le choc, la crise Covid. Va arriver l'année prochaine. On a beaucoup de calendriers, la France, les États-Unis, le Brésil, le 100e parti en Chine. Bien sûr. Enfin, voilà, on a des grosses échéances. L'Italie, oui. L'Italie. Et puis moi, je ferai quand même attention à la Chine. Je pense qu'il faut surveiller la Chine. Tout le monde est dans un scénario aujourd'hui de ralentissement contrôlé, mesuré de l'économie chinoise. Je pense que c'est quelque chose à surveiller.
c'est un ralentissement qui est contrôlé, maîtrisé, voulu, mais probablement beaucoup plus fort que ce que l'anticipe aujourd'hui le marché, avec la répercussion sur l'ensemble de la zone. Donc, il n'y a pas de nouveau phénomène par rapport à un an, sauf qu'on va un peu revenir à quelque chose, à un cycle macro plus normal. Donc les choses seront un peu plus volatiles et plus franches. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Léa Dauphas qui était avec nous, chef économiste de TAC Economics, Léa Dunan-Châtelet, directrice de l'investissement responsable chez DNCA Investments, et Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management.